l'Europe et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc cette visioconférence, donc le mois de la bio, c'est une action à destination en priorité d'un public d'agriculteurs et de porteurs de projets bio, agriculteurs conventionnels et scolaires agricoles. Donc il y a des actions portes ouvertes, visites diverses et variées qui sont organisées sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, sur les 12 départements, pendant tout le mois de novembre. Donc cette visioconférence est enregistrée. Tout ce qui est écrit sur le chat n'est pas enregistré en revanche. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. Donc cette visioconférence, elle est consacrée à une présentation des règles de production animale en bio. Donc avec l'intervention de Magali Dupuis, qui est référente agriculture biologique à l'INAO, Noélie Lebeau, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture de la Creuse, Arthur Sillan, qui est responsable d'affaires certification à Bureau Veritas, et moi-même, donc Anne Barbier, qui suis conseillère en agriculture biologique. J'accompagne les porteurs de projets pour Bio Nouvelle-Aquitaine, donc j'accompagne les porteurs de projets, dans les Deux-Sèvres. Donc les consignes pour ces 2 heures de visioconférence, c'est de couper vos micros s'il vous plaît et de poser vos questions dans le chat. Donc il y a Céline Marcelier qui est conseillère à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime qui va relever les questions au fur et à mesure, et on attendra en fait la fin des présentations pour avoir un temps d'échange. Je précise aussi que le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui sera disponible sur le site du mois de la bio. Donc, j'ai noté aussi la présence d'autres organismes certificateurs. Donc là, Arthur Sillan nous fera une présentation d'un organisme certificateur et du déroulé d'un contrôle type, mais d'autres organismes certificateurs sont présents. Donc j'ai vu Certisud, Ecocert, Calisud. J'espère que j'en oublie pas. Donc vous pourrez aussi intervenir en fin de présentation, et merci de votre présence. Donc nous allons commencer dès à présent par une présentation de l'INAO, et puis ensuite on fera une présentation des règles à connaître pour passer en bio en production animale, donc à 2 voix avec Noélie, et ensuite on laissera la parole à Arthur Sillan pour la partie présentation d'un organisme certificateur, puis un temps d'échange donc en fin de présentation. Donc, avant de laisser la parole à Magali Dupuis, je voulais juste resituer un petit peu le contexte. Donc, on est sur l'agriculture biologique, une agriculture qui est encore fortement plébiscitée par les consommateurs. Donc, juste en termes il y a un micro ouvert. C'est pour étendre ton mouvement, en fait. C'est pour dire, tu sais, quand t'es en réunion, par exemple, tu veux projeter ce que tu es là. Ouais. Tu peux dire, Ah oui, oui, d'accord. Ok. là, tu fais étendre. Ouais. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais donc qu'en termes de dynamique, il y a de la place pour de nombreux nouveaux projets en bio. Je ne m'étendrai pas plus sur la question, mais dire que voilà, c'est une agriculture qui est encore qui a la faveur des consommateurs français. Donc, je laisse la parole à Magali et en même temps, je lui laisse la main pour la présentation. Est-ce que c'est bon pour toi, Magali? Alors, c'est en cours de partage. Voilà. Vous avez bien la diapo? C'est bon. Oui, c'est bon. c'est bon. Ok.
D'accord, donc bonjour à tous. Donc effectivement, avant d'entrer vraiment dans le sujet réglementation, il nous semblait important déjà de pouvoir vous présenter les missions de l'INAO qui sont liées donc à la bonne mise en œuvre de la réglementation bio. Alors, et je me présenterai un petit peu plus dans une diapo qui va suivre, vous verrez, voilà. Donc d'abord, l'INAO, c'est un établissement public administratif qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture et qui est chargé donc de la mise en œuvre de la politique relative aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Donc l'agriculture biologique est un SICO aux côtés des autres SICO que vous avez ici sur la diapo, donc l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie et le label rouge. Ce qu'on peut souligner ici, par exemple, comme point commun entre ces SICO, c'est que produire en bio comme voilà, produire sous SICO, c'est une démarche volontaire et c'est comment dire, c'est le fait pour les producteurs qui s'engagent de devoir respecter un certain nombre de règles qui vont être consignées dans un cahier des charges. Alors, on verra, donc, cahier des charges en bio, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut avoir dans d'autres SICO, c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est respecter un cahier des charges et en parallèle, c'est aussi, du coup, se soumettre à une procédure de contrôle, donc à des contrôles officiels réguliers. Et donc, voilà, en fin de webinaire, vous aurez une vision de ce qu'est le contrôle, donc avec l'intervention d'un organisme certificateur. Et voilà, et tout ça fait qu'on a donc une garantie officielle pour les consommateurs. Donc ici, juste très rapidement, on vous présente donc quelles sont les missions de l'INAO dans le domaine des SICO hors bio. Donc ça va de la reconnaissance des SICO et de la révision des cahiers des charges, donc à tout un volet contrôle. Et il y a également donc un volet protection, défense des dénominations des territoires et information des professionnels, du grand public et promotion de ces concepts. Alors, en ce qui concerne la bio, l'INAO joue un rôle d'autorité compétente à travers des missions diverses et assez nombreuses. Donc, d'abord, comme pour l'ensemble des SICO, donc des missions importantes qui sont liées au contrôle, donc qui consistent à agréer les organismes certificateurs et à assurer le suivi et la bonne exécution des contrôles. Donc aujourd'hui, en bio, il y a 12 organismes certificateurs qui sont agréés par l'INAO. Donc ça peut évoluer. Alors vous retrouverez des liens vers le site internet donc de l'Institut. Vous pouvez donc trouver la liste des organismes qui sont agréés. Il y a leurs coordonnées. Il y a aussi notamment les catégories de produits pour lesquels ils sont agréés, puisque donc, par exemple, sur les 12 là agréés, tous n'interviennent pas dans le domaine de l'élevage. Sur les autres missions, donc là je vais juste les balayer rapidement, mais on va les revoir dans les diapos qui suivent. Donc on a la définition de cahiers des charges nationaux, assurer l'application uniforme. La gestion et la délivrance de dérogations et également l'INAO est chargé de protéger le logo bio, par exemple. Il n'est pas possible de
qu'on suit à l'INAO, et j'ai donc aussi une partie de mes missions sur l'agriculture biologique, avec déjà pas mal de temps sur les dérogations, et encore plus, vous le verrez à venir l'année prochaine. Et donc, sur la région Aquitaine-Poitou-Charentes, mon collègue donc, qui est référent bio, c'est Luc, qui est basé à Pau, Luc Blotin, et donc qui assiste aussi à ce webinaire, qui faisait la présentation hier dans la partie production végétale. Voilà, donc il y a un référent bio dans chaque délégation, et il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir des missions bio, on a des correspondants, enfin voilà, il y a un peu tout un réseau, mais globalement 8 référents. Et au niveau donc national, on a des pôles, et notamment donc un pôle agriculture biologique, qui est donc piloté par Olivier Catroux, qui, alors je ne sais pas si Olivier l'a pu se connecter, mais je crois qu'il devait nous rejoindre ce matin. Donc, dans ce pôle, il y a notamment des experts un peu par domaine, et qui peuvent pour certains aussi avoir en fait, enfin être en région et être aussi référents au niveau régional. Mais voilà. Donc le pôle, et ensuite il y a des services aussi importants. Donc ça va être le service contrôle notamment, donc qui a pour charge de mettre en œuvre le dispositif de contrôle pour tous les SIQO, et donc pour la bio. Et également, on peut citer le service juridique, donc qui veille à la protection du logo, et qui intervient aussi beaucoup sur les questions de lecture du règlement bio. Alors, les missions en bio, elles sont aussi assumées au niveau de l'INAO par des instances où siège une large majorité de professionnels des filières. Alors, on a le CAC, qui est l'instance dédiée au contrôle, et donc en bio, par exemple, qui valide le catalogue national de traitement des manquements. Et puis, parmi les 5 comités nationaux, que vous voyez ici sur la diapo. Donc, on a le CNAB, le Comité national de l'agriculture biologique, qui est une instance donc, de concertation entre les acteurs du secteur. Donc, le CNAB se réunit, c'est 3 à 4 fois par an. Je crois que ça a pu varier selon les années, et a pour rôle, par exemple, de proposer donc, des évolutions de la réglementation qui peuvent être portées par la France dans les négociations européenne, ou par exemple de proposer l'homologation de cahiers des charges nationaux dans le cas où des productions ou des activités donc seraient pas l'objet de, enfin seraient pas dans le champ du règlement européen, ou ne font pas l'objet de règles détaillées dans le règlement européen. Voilà, alors à noter que les relevés de décision du CNAB sont disponibles, sont consultables depuis le site internet de l'INAO. Et donc, précisément, les travaux du CNAB, en fait, sont conduits dans des commissions spécialisées, donc qui sont animées par les différents experts du pôle bio de l'INAO, donc plus ou moins spécialisés. Par exemple, voilà, une commission spécifique sur l'apiculture, ou une commission sur les semences et plants, et puis, au contraire, une commission réglementation, là, qui va traiter des sujets beaucoup plus large, en fait, tout ce qui n'est pas traité finalement dans les autres commissions. Donc, ces commissions-là, elles se réunissent selon les sujets plus ou moins souvent, et donc elles ont notamment un travail important qui découle de questions qui remontent du terrain, et qui donc voilà, qui sont étudiées, et qui in fine, après avis du CNAB, peuvent se traduire donc par une évolution d'un outil important à l'INAO, qui est le guide de lecture. On va en reparler juste ensuite, mais donc voilà, chaque acteur de la bio peut donc peut poser des questions pour voilà, demander voilà, une interprétation de la réglementation, et donc c'est des demandes qu'on peut faire remonter aux commissions, donc ça peut passer par Luc, mon collègue Luc Blotin, ou moi, à travers notamment donc un formulaire spécifique de recueil de questions, voilà, pour saisir donc ces commissions-là.
Voilà, donc régulièrement, les travaux des commissions et du CNAP donc, amènent à faire évoluer le guide de lecture. Donc là, en gros, vous avez la photo de la première page du guide de lecture qui est actuellement en ligne sur le site de l'Institut. Donc le guide de lecture, voilà, il a pour vocation d'expliciter la réglementation bio européenne. Et donc là, ici, on ne voit pas, mais ce qui est écrit en tout petit, bien sur la première page, c'est que voilà, il a vocation d'aider les opérateurs, les organismes de contrôle et les structures de développement de la bio dans la lecture et dans l'application de la réglementation biologique. Donc, l'objectif de ce guide, c'est d'avoir une lecture harmonisée du règlement européen. Donc, ce guide, voilà, je l'ai dit, il évolue du coup régulièrement sur le fond. Mais en ce moment, il est aussi en train d'évoluer sur la forme, puisque donc au 1er janvier 2022, donc un nouveau règlement européen va entrer en application, et voilà, tout ça fait qu'il y a une refonte globalement des outils qui est en cours au sein de l'INAO. Donc le guide de lecture 2022, on va dire, sera mis en ligne normalement ces prochaines semaines, enfin, devrait être bientôt mis en ligne sur le site internet de l'INAO. Donc, vous verrez, pour ceux qui sont habitués à travailler avec, qu'il y aura un changement de format et par exemple, il y aura aussi le guide d'étiquetage, je crois, qui va intégrer le guide de lecture. Voilà, donc un peu des nouveautés dans ce domaine à venir, donc avec forcément des choses qui bougent sur le fond en lien avec l'évolution de la réglementation, mais voilà, aussi sur la forme. Donc effectivement, l'activité de l'INAO est assez soutenue depuis quelques temps et en ce moment sur le domaine de la bio, avec l'entrée en application imminente du nouveau règlement. Donc quelques mots ici simplement sur pourquoi un nouveau règlement. Donc, c'est une réglementation qui s'inscrit dans la continuité globalement des deux précédents règlements bio, mais qui va compléter les choses d'abord en harmonisant les pratiques entre États membres, donc notamment sur certaines filières, sur certains points, le nouveau règlement est plus précis que l'ancien, que l'actuel, on va dire. Il y a un objectif également de mieux encadrer les contrôles. On a aussi donc un élargissement du champ d'application. Par exemple, on a les laines non cardées, non peignées, voilà, qui peuvent être des produits certifiables. Un objectif de supprimer progressivement les dérogations. Ça, donc, on le reverra dans la suite du webinaire. Et il y a aussi un objectif qui est clairement inscrit maintenant dans le nouveau règlement, qui est de protéger le climat. Donc vraiment, premier objectif du règlement bio, donc c'est contribuer à la protection de l'environnement et du climat. Voilà, c'est clairement inscrit. Alors, sur la forme, qu'est-ce que ça donne un petit peu, comment on s'y retrouve, c'est quoi le cahier des charges bio en fait à partir de 2022? C'est une réglementation qui est assez complexe. Donc effectivement, on n'a pas en bio un cahier des charges bovin bio, un cahier des charges grande culture bio, etc. Donc c'est un ensemble de règlements. Et donc, voilà, dans la nouvelle réglementation, on a un règlement de base, le 2018-848, qui est beaucoup plus volumineux que l'actuel règlement de base. En fait, il intègre déjà beaucoup de dispositions techniques. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont inscrites vraiment dans le dur dans ce règlement de base. Mais même s'il est volumineux, à côté, on a quand même beaucoup de règlements secondaires. Alors, il y a différents types de textes. Ça peut s'appeler donc des règlements d'exécution, des règlements délégués. On ne rentrera pas dans ce détail. Un grand nombre, en tout cas, de textes qui peuvent donc concerner, par exemple, plutôt le domaine de la production, d'autres plutôt le domaine des contrôles.
Aujourd'hui, il y a déjà près de 20 textes qui sont connus, qui sont sortis, mais donc les travaux sont pas encore terminés voilà, là-dessus. On va juste après redétailler un petit peu plus au niveau des productions animales, comment on s'y retrouve dans tout ça. Donc, en termes d'entrée en application, donc vous savez que normalement, cette nouvelle réglementation aurait dû entrer en application le 1er janvier 2021. Il y a un certain retard qui a été pris, notamment donc, dans l'élaboration des textes secondaires à cause du Covid. Voilà, donc il y a eu il a été acté donc un report d'1 an de l'entrée en application de ce nouveau règlement. Donc pour le 1er janvier 2022, sachant qu'en fait, il y a quand même des règles qui vont pas forcément s'appliquer dès le 1er janvier 2022. Il est inscrit, vous verrez des exemples dans la suite de la présentation. Il y a des règles qui vont, par exemple, s'appliquer seulement à partir de 2024. Il y en a d'autres aussi pour lesquelles il est plutôt prévu des périodes, des dates butoirs, ce sera notamment sur les dérogations. Il y a certaines règles qui peuvent aussi faire l'objet de périodes de transition. Donc, en ce qui concerne les productions animales, donc voilà, on a déjà beaucoup de choses qui sont dans le règlement de base. Alors, dans le règlement de base, il y a des choses qui peuvent être intéressantes donc à regarder. Ce sont les considérants, c'est la motivation des dispositions, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé justement par les commissions du CNAB dans leur travail de lecture, d'interprétation de la réglementation. Mais voilà, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui figure dans les considérants. En tout cas, donc le gros des règles, donc on l'a donc à travers les différents articles, on a des définitions et puis il y a tout ce qui va être principes généraux, spécifiques, des règles de production générale et donc un gros volume qui se situe en annexe de ce texte de base et notamment dans l'annexe 2, partie 2. Les autres parties sont consacrées aux autres productions. La partie 1, c'est les productions végétales. Mais donc, c'est dans cette annexe 2, partie 2, que vous allez retrouver toutes les règles principales qui concernent les productions animales. Donc, les règles liées à la conversion, ce qui vous sera présenté ensuite par Anne et par Noélie. Les règles liées à la conversion, à l'origine des animaux, à l'alimentation, etc. Et parfois indiqué de manière générale pour tous les animaux que vous avez ici et parfois déjà détaillé de manière spécifique pour les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, volailles. Et ce qui est nouveau donc dans le nouveau règlement, c'est qu'on a des règles détaillées à présent pour les cervidés et pour les lapins. Et en complément de cette annexe, pour les productions animales, un règlement secondaire important, le 2020-464 et notamment donc son chapitre 2 où vous pouvez retrouver donc les périodes minimales d'allaitement maternel et aussi tout ce qui concerne le logement, les caractéristiques des bâtiments, des parcours. Donc notamment pour les volailles, vous avez déjà quelques détails dans le texte de base, mais vraiment tous les autres détails, toutes les autres précisions qui sont dans ce règlement secondaire. Donc, il y a vraiment besoin de lire ces deux textes-là pour avoir toutes les règles en production animale. Ah oui, quelque chose que je voulais quand même dire du coup par rapport à cette architecture compliquée, c'est qu'il va falloir faire attention à bien être sûr de la version qu'on consulte. On espère que, je pense qu'il devrait y avoir une consolidation des textes, au moins des textes, des actes dits délégués. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas grand-chose encore de consolidé. Mais en tout cas, voilà, il va falloir quand même faire assez attention, puisque donc dans les textes secondaires, on peut avoir des choses qui viennent modifier des éléments du texte de base ou carrément supprimer, supprimer, remplacer, compléter. Donc, il faut être vigilant et d'où l'importance aussi d'outils au niveau de l'INAO qui peuvent aider à consolider aussi la lecture de tout ça. Et donc, juste pour en terminer là sur ma première partie, donc je l'ai dit, il y a la possibilité donc
enfin, il existe des cahiers des charges français nationaux, donc pour certaines productions et activités qui, par exemple, comme le cas de la restauration hors foyer à caractère commercial, ne sont pas dans le champ de la réglementation bio-européenne. Donc là, en fait, bon, on l'a mis ici, mais c'est vrai que ça ne concerne pas le sujet de ce matin, et ça, c'est pas impacté par le nouveau règlement. Le cahier des charges va rester. Par contre, dans le CCF, qui est donc le cahier des charges français, on va avoir une modification, enfin un allègement de ce cahier des charges, puisque, donc on l'a dit, donc il y aura plus, enfin plus d'harmonisation, enfin plus de règles détaillées dans le règlement européen, donc moins de règles au niveau français, et notamment le chapitre lapin du CCF va être supprimé, puisque donc on a désormais des règles lapins qui sont détaillées dans le règlement européen. Et il existait aussi un cahier des charges aliments pour animaux de compagnie qui va être supprimé, puisque ces aliments entrent également dans le champ, enfin, entrent dans le champ d'application du nouveau règlement européen. Voilà, donc je laisse la parole donc à Anne et à Noélie pour entrer donc dans le détail des règles de production. Moi, je reprendrai juste la parole à la fin pour ce qui concerne plutôt les dérogations. Ok, merci Magali. Donc, je remets mon écran en partage. Alors, je vous demande un instant. Donc, il apparaît pas en diaporama, peut-être bien. Non. Voilà, c'est bon, vous l'avez en... Très bien. Ouais. Très bien, donc rapidement, hein, pour un premier grand principe de la production animale en bio, c'est qu'on ne peut pas faire d'élevage bio sans terre bio. Hein, donc on s'interdit l'élevage hors sol. Donc on est sur une obligation d'avoir des surfaces pour mettre en place un élevage bio, et s'il n'y a pas assez de surface sur l'exploitation, il y a possibilité d'avoir des accords de coopération avec un ou des agriculteurs bio à l'échelle de la région. Et pour un éleveur bio, il faut avoir en tête que l'épandage des effluents d'élevage bio doit se faire uniquement sur des terres bio. Donc, je vais aborder la question de la conversion, de la période de conversion à l'agriculture biologique, et puis après, ensuite, je laisserai la parole à Noélie sur une partie des règles de production animale en bio. Donc, pour démarrer une conversion bio, donc c'est-à-dire la période pendant laquelle on produit en bio sans valoriser les produits sur ce marché-là, elle démarre par une double démarche qui est la notification auprès de l'agence bio, c'est-à-dire que vous annoncez que vous allez produire en bio à l'agence bio, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture qui recense tous les opérateurs bio, du producteur jusqu'au distributeur. Et parallèlement à ça, vous vous engagez auprès d'un organisme certificateur, dont je vous disais tout à l'heure, une partie de ceux qui interviennent en Nouvelle-Aquitaine sont présents aujourd'hui. Donc cet organisme certificateur, il va venir contrôler le respect des règles de production bio sur votre ferme. Et donc c'est cette double démarche qui va dater le début de cette période de conversion bio. Donc en élevage, il existe deux types de conversion. La conversion simultanée, c'est-à-dire qu'on démarre la conversion d'un ou des cheptels en même temps que les terres, ou la conversion non simultanée, où on démarre la conversion des terres, puis des cheptels. Dans le cas des conversions non simultanées, il y a des dates, des périodes de conversion qui varient. Donc, je ne vais pas tout passer en revue ici.
Mais vous dire que voilà, en fonction du type d'élevage, on va avoir des durées variables. Juste une petite, quand même une petite précision. Vous voyez qu'en bovin, il y a deux catégories. Donc la partie viande, où là on a une conversion des animaux qui est de 12 mois. Et pour valoriser la viande en bio, il faut que l'animal ait passé au moins les 3/4 de sa vie en bio. Et la partie lait en bovin qui est on est sur une conversion de 6 mois. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et puis éventuellement on pourra aussi en rééchanger là-dessus en fin de présentation. Donc pour la conversion simultanée, donc je vous disais, le cheptel démarre la conversion en même temps que les terres. Donc la conversion des terres en culture annuelle et prairies, elle est de 2 ans, 24 mois. Donc le cheptel va démarrer sa conversion en même temps que les terres. Il va faire ce qu'on appelle une année de C1, première année de conversion, sur les 12 premiers mois, et une période de C2, conversion deuxième année, sur la période qui s'étend du 13e au 24e mois. Ensuite, les terres sont en bio et les animaux sont également valorisables en bio. Mais ça veut dire que pendant cette période, à partir de ce moment-là, à partir du début de la conversion, donc la notification et l'engagement auprès d'un organisme certificateur, toutes les pratiques sont conformes à la réglementation bio. Une précision, les fourrages et aliments autoproduits sur la ferme avant le début de la conversion sont utilisables pendant cette période de conversion. Ensuite, on a le cas de la conversion non simultanée, où là, l'éleveuse ou l'éleveur va faire le choix de d'abord démarrer la conversion des terres, puis démarrer la conversion du cheptel. Donc, dans ce cas-là, les terres vont être donc conduites en bio, vont faire les 24 mois de conversion, et les animaux pourront démarrer leur conversion, eux, à partir du moment où l'alimentation distribuée et le pâturage, dans le cas des herbivores, sera 100% C2 ou bio. Donc, et dans ce voilà, et dans ce cas-là, ça permet éventuellement de continuer à utiliser une alimentation conventionnelle pendant la période où les animaux n'ont pas encore démarré la conversion. Il y a des contraintes spécifiques sur le pâturage d'animaux non bio sur des terres bio. Et voilà, donc dans certains cas de figure, on peut trouver un intérêt à faire une conversion simultanée, non simultanée, dans d'autres cas, et notamment pour certains opérateurs économiques qui privilégient les conversions simultanées, il faut être vigilant. Voilà, donc, mais deux possibilités en tout cas dans la stratégie de conversion d'un cheptel. Eh bien, j'en ai terminé, donc je laisse la parole à Noélie. Donc, il faut que je te passe la main. Voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, tu as la main. Et tant que j'ai l'écran, oui. Je pense que vous voyez la bonne diapositive. J'essaie de vous la mettre en plein écran. C'est bon? C'est parfait. Oui, donc je vais vous parler, toute espèce confondue, d'alimentation, de reproduction et de prophylaxie, sans rentrer dans les règles très détaillées parce qu'on n'a pas le temps, mais au moins voir les grandes lignes. Et puis si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Donc par rapport à l'alimentation,
L'une des règles de base en bio, c'est que les animaux doivent être alimentés avec des aliments bio. Il y a une autre notion qui est importante, qui est dans le règlement actuel et qui est renforcée dans le règlement à venir, c'est la notion de lien au sol. Donc, comme le disait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un élevage bio, les animaux doivent être nourris principalement avec ce qui est produit sur la ferme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par principalement? En fait, il y a des niveaux d'exigence qui sont différents selon les espèces. Donc, vous voyez, pour les herbivores, donc ce niveau d'exigence est de 60% d'autonomie alimentaire, qui va très vite se transformer en 70%. Pour les lapins, c'est 70% dès le 1er janvier prochain. Et pour les monogastriques, le niveau d'exigence est moindre. Il est à 20% aujourd'hui, mais il va passer à 30% au 1er janvier 2022. À noter quand même que pour les fermes qui n'ont pas la possibilité d'atteindre ces exigences en termes d'autonomie alimentaire, par exemple parce qu'elles n'ont pas le foncier, ça arrive, il leur est possible en fait d'acheter des matières premières issues d'élevage bio de la même région. Alors donc je disais que l'une des règles de base c'était d'alimenter les animaux avec des aliments biologiques. Il y a quand même la possibilité d'incorporer dans la ration des aliments en conversion. Alors pour les matières premières qui sont en première année de conversion, leur usage est quand même assez limité. D'abord, il est limité aux matières premières qui sont produites sur la ferme. Ensuite, ils ne peuvent concerner que les fourrages et les protéagineux. Et ensuite, ils sont limités à 20% de la ration. Pour les matières premières qui sont en deuxième année de conversion, c'est plus souple. À partir du moment où ils sont produits sur la ferme, il n'y a pas de limite d'intégration. Par contre, s'ils sont achetés à l'extérieur, donc ils sont limités aujourd'hui à 30%, mais dès le 1er janvier prochain, à 25%. Donc voilà, il y a même cette possibilité d'incorporer des aliments en conversion. Autre petite exception à la règle, elle concerne l'alimentation des jeunes porcins et des jeunes volailles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jeunes porcins et jeunes volailles? Donc, il s'agit des porcelets pesant moins de 35 kg. Et donc, pour les volailles, donc, il s'agit des poules, des poulets, des pintades âgées de moins de 18 semaines et des oies, canards et dindes âgés de moins de 28 semaines. Donc, pour ces animaux-là, uniquement pour ces animaux, il reste possible d'intégrer jusqu'à 5% d'aliments protéiques conventionnels dans la ration. Il y a quand même 2 conditions à respecter, c'est qu'ils ne soient pas disponibles en bio, sachant que la liste de ces aliments protéiques est quand même restreinte, hein, et qu'ils soient préparés sans solvant chimique. Il faut aussi avoir en tête que cette possibilité d'utiliser ces aliments protéiques conventionnels prendra fin en 2026. J'en ai fini pour la partie alimentation. Non, pas tout à fait. Donc, il y a quand même l'allaitement des petits. Donc, déjà vous dire que le règlement 2020-464 dont Magali parlait tout à l'heure, qui complète le texte de base, reprend les pertes d'allaitement par espèce. Donc, elles sont détaillées sur la diapositive. Et donc, par ailleurs, le règlement, donc c'était déjà le cas dans l'actuel et c'est repris dans le futur, précise bien que les jeunes doivent être nourris de préférence avec le lait maternel. Il est quand même possible de les alimenter avec du lait qui ne serait pas celui de leur mère ou d'avoir recours à l'achat d'aliments d'allaitement de remplacement. Mais dans ce cas, ces aliments d'allaitement doivent être biologiques, sans composants chimiques de synthèse et sans composants d'origine végétale. Ça, c'est nouveau, par contre. Donc cette fois-ci, j'en ai fini avec la partie alimentation. Je passe à la reproduction.
Donc là, ça va être assez rapide. En fait, le règlement insiste sur le choix des races et des souches et il privilégie toutes les méthodes naturelles, autrement dit la monte. Par contre, le recours à l'insémination artificielle est autorisé. Ce qui est interdit, c'est l'administration d'hormones pour regrouper les chaleurs et c'est les transferts d'embryons. Alors, ce n'est pas indiqué sur la diapositive, on peut quand même préciser concernant la reproduction et particulièrement le renouvellement des troupeaux que la règle, on peut renouveler soit par auto-renouvellement, soit par achat d'animaux. La règle, dans ce cas, c'est d'acheter des animaux issus d'élevage biologique, bien sûr, mais les disponibilités étant ce qu'elles sont actuellement, il reste possible, en tout cas dans un premier temps, d'acheter des mâles reproducteurs issus d'élevage conventionnel sans limite d'âge ou de nombre, et d'acheter des femelles, mais alors là, il y a des limites non seulement de nombre, mais il faut aussi que ce soit des femelles nullipares, donc qui n'ont jamais mis bas. Je passe à la partie gestion sanitaire. Donc là aussi, le règlement remet l'accent sur le choix des souches et des races. Et puis, évidemment, met l'accent sur toutes les pratiques qui permettent de préserver la santé des animaux. Autrement dit, les conditions de logement, la gestion du pâturage, l'alimentation, le recours à des médecines douces, etc. Pour autant, quand un animal est malade, il est possible d'avoir recours aux médicaments allopathiques vétérinaires classiques, si je puis dire. Ce qui est interdit, c'est de les administrer en préventif ou de manière systématique. Donc, concernant les vaccins et les antiparasitaires chimiques, en fait, il n'y a pas de limite de nombre, pour autant qu'ils soient justifiés, encore une fois. Pour les autres médicaments, donc par exemple des antibiotiques, donc ils sont limités en fait à 3 par période de 12 mois glissants, ou seulement 1 pour les animaux qui seraient abattus avant l'âge de 12 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en bio, les délais d'attente légaux sont systématiquement doublés. Donc voilà pour la partie sanitaire. Je vais commencer à aborder les conditions de vie et de logement et je repasserai la main à Anne ensuite. Donc, concernant les conditions de vie des animaux, en fait, ce qu'il faut retenir en bio, c'est que les animaux doivent avoir accès au plein air. Donc, ça se concrétise pour les volailles, par exemple, par l'accès à des parcours herbeux. Pour les porcs, par l'élevage sur des parcours ou, à minima, l'accès à des courettes dans le prolongement de leur bâtiment, pour les porcs qui seraient élevés en bâtiment. Et pour les herbivores, par l'accès au pâturage en saison de package. Le plein air intégral est tout à fait possible en bio. Le nouveau règlement précise, même si ça peut paraître évident, qu'il faut veiller au bien-être des animaux s'il y a plein air intégral. Donc, autrement dit, ne pas les faire stationner dans des parcelles marécageuses ou très humides et prévoir sur les parcelles des abris qui les protègent du soleil et des intempéries. Concernant les bâtiments, parce que c'est quand même une majorité d'élevage bio, malgré tout, donc il y a des surfaces minimales qui sont détaillées dans ce fameux règlement d'exécution 2020-464, donc qui sont détaillées par espèce, mais également par catégorie. On ne vous les a pas toutes remises ici parce que c'est trop long, mais vous y avez facilement accès. Voilà, donc je vais passer aux herbivores plus spécifiquement, notamment les bovins. Donc, ce que précise le règlement actuel et futur, c'est que les herbivores doivent avoir accès au pâturage
dès que les conditions pédoclimatiques le permettent. Donc ça, c'est à l'interprétation de vous, éleveurs, et des organismes de contrôle. Donc en période hivernale, si les animaux sont libres de leur mouvement, et donc ils ont bien accès au pâturage en période de package, il n'y a pas de problème, ils peuvent être maintenus en bâtiment sans accès à des couvettes extérieures. Et voilà, en période de package, il faut qu'ils sortent. Donc jusqu'à présent, dans le règlement actuel, il y avait la possibilité, alors uniquement pour les bovins adultes en phase finale d'engraissement, il y avait possibilité de les maintenir en bâtiment, alors, en période de package, à condition que ça n'excède pas 3 mois. Cette disposition n'étant pas reprise dans le futur règlement, elle disparaît. Voilà, là, ça peut effectivement vous impacter si vous faites des bœufs, des génisses, des vaches grasses, et que vous aviez l'habitude de les maintenir en bâtiment en début de printemps, par exemple. Donc, il faut savoir qu'au niveau national, il y a des dispositions qui ont été, une période transitoire, si je puis dire, qui a été prise pour les élevages qui disposeraient d'aires d'exercice extérieures attenantes à leur bâtiment. Je laisserai les collègues de l'INAO compléter si besoin en fin de webinaire là-dessus. Concernant les veaux, alors le cas spécifique des veaux, parce que comme ils sont encore sous alimentation lactée et pas tout à fait considérés comme ruminants, eux peuvent éventuellement déroger à la règle de pâturage. Donc il y a eu de longues discussions au niveau national pour savoir à partir de quel âge le veau devait pouvoir être mis à l'herbe comme les adultes, et à partir de quel âge il devait avoir accès à sa couvette, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ils peuvent déroger à l'accès pâturage à condition d'avoir des couvettes extérieures attenantes à leur bâtiment, comme les monogastriques en fait. Et donc il a été décidé qu'au plus tard à 6 semaines, les petits veaux devaient avoir accès à leur couvette, et au plus tard à 6 mois, accès aux pâtures, si on est en période de package, comme les adultes, avec une souplesse qui a été mise pour les veaux qui seraient abattus entre 6 et 8 mois, et qui est reprise dans le petit encadré que vous voyez. Donc ça vous concerne surtout si vous faites des veaux de lait, puisque pour les autres veaux qui suivent leur mère, qui sont dehors ou dedans en hiver, et puis dehors en période de package, il n'y a pas de problème en fait. Je repasse la main à Anne qui va continuer sur les monogastriques. Avant de passer la main ou pendant, je ne sais pas trop, il y a 2-3 questions là sur l'alimentation dans le chat, notamment une question de Lucille Dubreuil qui effectivement dit que les changements là, sur l'apport d'aliments extérieurs vont sans doute être problématiques pour les filières porcines et volailles. Bon, c'est un débat peut-être qu'on pourra avoir en fin de présentation, notamment qui va peut-être concerner les herbivores. Et puis, voilà, sur le lait en poudre, est-ce que les éleveurs caprins vont rencontrer des difficultés pour trouver du lait en poudre conforme au nouveau règlement? Moi, j'aimerais bien... Je ne sais pas ce que pourront proposer les fournisseurs, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que de temps en temps, certaines années, il n'est pas toujours facile de trouver du lait en poudre bio. Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues. Moi, je ne sais pas la disponibilité à venir. C'est surtout que quand on a commencé à avoir du lait en poudre utilisable en bio, il était avec des composants végétaux. On a trouvé finalement des formules avec des composants végétaux, et que la règle change. Donc il va falloir encore retrouver de nouvelles options. Et c'est vrai que la question de l'allaitement maternel,
reprend une place qu'elle avait peut-être un petit peu moins, mais ça, en élevage caprin notamment, effectivement, ça pose des questions spécifiques de maladies transmissibles par le lait, notamment, qui sont assez cruciales. Donc, il y a un travail de recherche en cours. Est-ce que vous savez, une autre question, du coup, sur l'alimentation toujours, s'il y a une période dérogatoire pour le temps que les fournisseurs s'adaptent à cette règle, à ces nouvelles règles? Ah. Pour le lait en poudre? Je pense que c'est les règles d'alimentation, oui, je pense que c'est ça. Si Anne Grandier veut apporter des informations sur cette question. Moi, je répondais dans le... Oui, ça concernait le lait en poudre. Mais je me tournais vers l'INAO. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de période de transition qui est prévue pour ça. En fait, les seules périodes de transition qu'on va trouver dans le nouveau règlement, elles concernent certaines règles liées à des évolutions sur le logement, des règles que Anne va présenter d'ailleurs dans la suite de la présentation. Donc, c'est uniquement des périodes de transition qui sont inscrites dans le règlement 464, mais voilà, ça ne concerne pas cette partie-là. Non, il n'y a pas de période de transition prévue pour ça. Et nous avons aussi une question sur les bâtiments volailles. Savoir si on peut construire des cabanes de manière artisanale pour des petits élevages. Ça fait la transition avec Anne parce qu'elle va parler des conditions de parfait. Alors, attendez, il y en a d'autres parce que du coup, les gens parlent, écrivent comme moi je parle. Gaëlle qui dit, pouvez-vous détailler cette fin d'arrêt de possibilité d'engraissement en phase finale? C'est pour les bovins, je pense. Est-ce que l'INA peut compléter éventuellement pour cette partie? Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire en plus par rapport à ce qu'a dit Noélie. C'est peut-être la question porte peut-être un peu sur les possibilités d'adaptation. Du coup, j'ai envie plutôt d'attendre un petit peu parce qu'il y a Olivier Catroux, donc là le responsable du pôle bio qui doit se connecter mais qui a des petits soucis là. Il vient de m'envoyer des messages, il a une petite panne informatique, mais il devrait pouvoir se connecter normalement d'ici la fin de la présentation. Je lui ai envoyé aussi les codes téléphone, donc peut-être on va attendre un petit peu, voir s'il est là pour effectivement qu'il puisse préciser si besoin, donc les discussions, l'état des discussions sur ce sujet. Donc on va prendre les autres questions à la suite, à la fin de la présentation. On enchaîne. Présentation, ouais. On enchaîne avec Anne. Ok, très bien. Bon, je reprends la main quelques minutes. Du coup, donc pour parler on a évoqué donc ce qui se passait pour les herbivores. Donc les conditions de logement pour les élevages monogastriques, donc porcins et avicoles. Donc, ils sont soumis comme les autres à la réglementation bio, mais il y a aussi un renforcement du volet bien-être animal qui a un impact important sur ces productions. Donc, en élevage porcin, quelques nouveautés. Dans le règlement qui rentre en application au 1er janvier 2022. Là, on a un changement on a des surfaces en fait minimales intérieures et aires d'exercice extérieures qui sont définies par le règlement. Il y a un changement de définition de la catégorie porcelet sevré qui passe de 30 à 35 kilos, de moins de 35 kilos. Une petite précision aussi sur le fait que les abreuvoirs sont inclus dans le calcul des surfaces minimales intérieures, pas les auges en revanche. Et une nouveauté également sur le fait que sur les aires d'exercice extérieures, il doit y avoir au moins la moitié de la surface construite en dur. C'était déjà le cas, mais uniquement pour la partie intérieure. Donc là, sur les courettes, il y a cette obligation
enfin, on ne peut pas être en grille ou en caillebotis, par exemple, sur la totalité de la surface de la courette. Les espaces extérieurs doivent être attrayants et offrent les conditions du climat extérieur et une précision aussi pour les truies. En fait, de la paille ou autres matériaux naturels doit être mise à disposition quelques jours avant la mise bas pour que les truies puissent faire leur nid. Voilà. Donc, pour les bâtiments avicoles, le règlement aussi qui rentre en application là dans 2 mois apporte des précisions avec, j'ai plus en tête le nombre de catégories de volailles qu'il y a, mais il y en a plusieurs. Donc avec à chaque fois des règles différenciées en termes de surface minimale intérieure et extérieure et obligation ou non de perchoir, de plateforme, etc. La densité d'élevage, elle est calculée pour l'espace intérieur sur un critère unique désormais, donc un poids vif par mètre carré, alors qu'avant on comptait aussi le nombre d'animaux. Donc le critère unique de 21 kg de poids vif au mètre carré s'applique pour les volailles de chair et les poulettes. Il y a une obligation de perchoir ou de plateforme surélevée pour toutes les volailles, sauf pour les canards et les oies. Pardon. Et les bâtiments à étage sont autorisés pour les pondeuses et les repros avec 3 niveaux maximum, le sol étant compris dans ces 3 niveaux, et un accès facile au plein air pour tous les oiseaux. Le règlement prévoit aussi, enfin le nouveau règlement prévoit aussi une véranda qui est une surface accolée au bâtiment qui n'entre pas dans le calcul des aires intérieures ni extérieures. C'est donc une partie de bâtiment qui est accessible en permanence, qui est couverte, close sur 3 côtés, qui n'est pas isolée, qui est éclairée naturellement. Voilà, et donc je dis qu'il n'entre pas dans le calcul de densité d'élevage. Et ça ne se substitue pas aux aires d'exercice extérieures. Des précisions aussi sont apportées sur la partie parcours volaille. L'accès au plein air doit se faire dès le plus jeune âge. Les parcours doivent être attrayants et couverts en majeure partie de végétation, avec une grande variété de végétaux. Les parcours offrent un nombre suffisant d'équipements de protection ou d'abri, d'arbres, d'arbustes répartis sur toute la surface, de manière à permettre aux volailles de pouvoir aller sur la totalité du parcours. Les parcours ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe pour éviter les systèmes de couloirs en fait à partir du bâtiment avec accès à un parcours plus éloigné, parce qu'on sait que les volailles ont tendance à stagner à proximité du bâtiment dans ces configurations-là. La présence d'herbe est obligatoire pour les parcours des oies. Et tous les oiseaux aquatiques doivent pouvoir accéder à de l'eau pour plonger la tête et nettoyer leur plumage. Donc, je n'ai pas abordé, il y a des questions spécifiques sur l'aménagement des bâtiments pour les bâtiments porcins, en fait pour les élevages porcins existants, des règles qui sont en train de se mettre en place, qui sont en cours de finalisation, donc on pourra l'évoquer dans d'autres journées techniques organisées par nos différents réseaux ou dans nos publications à venir. Voilà. Donc je repasse une dernière fois la main, donc ce sera à Magali. Je vous demande un instant pour la présentation des dérogations possibles. Voilà, c'est fait.
Voilà. Vous avez bien la diapo? C'est bon? C'est bon. Ok, merci. Alors, en ce qui concerne l'origine des animaux, donc Noélie en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc a abordé ce sujet un peu tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de nouveautés dans le nouveau règlement et notamment donc en ce qui concerne les dérogations. Alors, le principe, enfin la règle générale, donc c'est que les animaux d'élevage bio naissent ou sont éclos et sont élevés dans des exploitations biologiques, donc ça ne bouge pas. Mais donc une chose qui est nouvelle d'abord, c'est que de même que ce qui existe pour les semences, à présent il est demandé aux États membres de mettre en place, de constituer des bases de données dans lesquelles donc les opérateurs qui ont des animaux bio disponibles à vendre pourront rendre public donc leur offre et avec toute information pertinente sur les animaux disponibles. Donc cette base de données qui est en cours de développement chez nous, enfin voilà, qui est en cours de développement, à compter du 1er janvier, elle sera obligatoire pour prouver donc l'indisponibilité d'animaux bio et donc pour ensuite pouvoir demander une dérogation pour introduire des animaux conventionnels. Petite nouveauté supplémentaire, c'est donc maintenant, enfin à partir du 1er janvier, ce sera l'INAO via cette base de données qui va gérer et accorder donc les éventuelles dérogations et non plus les organismes certificateurs comme c'est le cas jusqu'à présent. Autre chose encore, ces dérogations, elles sont susceptibles d'être supprimées. Il y a une date de fin qui est annoncée dans le nouveau règlement, sachant que cette date de fin, en fait, en fonction des disponibilités, à un moment donné, la Commission pourra la réviser. Donc, elle pourrait, pourquoi pas, être avancée ou éventuellement être reculée, mais en tout cas, une fin des dérogations à l'introduction d'animaux non bio est annoncée. Voilà, donc déjà là, plusieurs nouveautés. Donc la base de données, les dérogations accordées donc par l'INAO, une fin programmée de ces dérogations-là. Alors, on va les détailler dans la diapo qui suit. Mais nouveauté aussi, c'est qu'il y a quand même une exception à ça pour les races menacées d'être perdues pour l'agriculture ou les races menacées d'abandon. À l'heure actuelle, il faut pour ces races-là demander une dérogation. Enfin, en tout cas, il y a une dérogation qui est gérée à l'heure actuelle par les organismes certificateurs quand il y a des races menacées d'abandon et que ça peut représenter jusqu'à 40% du cheptel adulte, enfin que le nombre de femelles représente jusqu'à 40% du cheptel adulte. Là, on a vraiment une simplification. Enfin, en fait, par rapport à cette règle générale d'animaux élevés, donc nés élevés dans des exploitations bio, la toute première exception qui est inscrite dans le règlement, c'est celle-ci. Et on n'a plus la nécessité de prouver l'indisponibilité en bio et de demander une dérogation. En fait, la seule condition pour l'introduction d'animaux conventionnels dans ces races-là, c'est que ce soit des animaux achetés à des fins de reproduction. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, pas de plafonnement du nombre d'animaux. Voilà. Et donc, cette exception-là, voilà, elle fait écho à un objectif qui est inscrit désormais, enfin vraiment dans les objectifs qui sont inscrits dans le règlement bio. On a vraiment cet objectif d'encourager la préservation des races rares et autochtones menacées d'extinction. Donc, c'est vrai que potentiellement sur la Nouvelle-Aquitaine, je regardais rapidement à partir de la liste. Enfin, quand on va par exemple sur le guide de lecture, vous avez un lien qui vous envoie vers la liste des races menacées d'être perdues pour l'agriculture. Et il y a quand même un certain nombre de races en bovin. Voilà, j'avais noté par exemple la basadaise, béarnaise, bordelaise. J'en ai peut-être oublié, hein, mais en ovin, il y en a aussi, je crois, le mouton landais, il me semble, la Sassiardie, je ne sais pas si je prononce bien.
En caprin, il doit y avoir la chèvre des Pyrénées. En porcin aussi, on a par exemple le noir du Limousin. Enfin, il y a quand même un certain nombre de races qui peuvent être concernées. Donc, déjà, pas mal de nouveautés évoquées dans cette diapo. Alors, la diapo suivante, elle ne s'affiche pas. Est-ce que vous êtes encore sur la même diapo ou pas là? Oui. Mince. Oui. Alors, comment ça se fait? Bizarre. Ah, voilà. Nouveauté également quand même, tout ce qui est présent sur cette diapo-là devra maintenant faire l'objet d'une demande de dérogation via la base de données. En fait, actuellement, la seule obligation de dérogation qu'il faut faire, c'est les cas où, pour l'introduction de femelles nullipares pour le renouvellement, les cas où ça va représenter jusqu'à 40% du cheptel adulte. Donc, ces cas-là, c'est en cas d'extension importante de l'élevage, changement de race, nouvelle spécialisation du cheptel, et donc jusqu'à présent, est inclus aussi le cas des races menacées d'être perdues pour l'agriculture. En fait, donc maintenant, tous les cas d'introduction d'animaux non bio à des fins de reproduction, donc globalement, les cas sont les mêmes que ce qu'on a dans le règlement actuel, mais il faudra passer par la base de données pour tous ces types d'achats. Voilà, donc je les redétaille pas. Et donc bien à noter, hein, on est bien à des fins de reproduction. Donc par exemple, il n'est pas possible d'acheter des porcelets conventionnels destinés à l'engraissement en bio. Et juste pour revenir quand même sur cette fin programmée des dérogations, si un jour donc les dérogations que je viens de citer sont susceptibles d'être supprimées, la base de données, elle va bien rester. Hein, elle aura pour vocation donc d'aider les producteurs dans leur recherche d'animaux bio, et ça peut aussi permettre, tout comme ça peut permettre les échanges d'animaux destinés à la reproduction, ça peut aussi permettre les échanges d'animaux plutôt là destinés à la production, hein, on peut dire. Concernant les volailles, la nouveauté aussi, avec la fin de la dérogation qui permettait d'introduire des poulettes non bio destinées à la production d'œufs âgés de moins de 18 semaines. Donc ça, c'était voilà, une dérogation qui était inscrite dans le règlement 889-2008. Donc cette dérogation prend fin le 31 décembre 2021. Parallèlement à ça, c'est vrai que du coup, on n'a pas trop dit dans les parties précédentes, donc on a aussi donc l'introduction de règles détaillées qui concernent donc les poulettes dans le nouveau règlement bio. Et pour faire écho un peu à ce que je disais tout à l'heure sur certaines périodes transitoires qui sont définies dans le règlement, en fait, donc là, dans le règlement d'exécution 464, il est prévu donc une période de transition pour s'adapter aux nouvelles règles, voilà, donc concernant les poulettes. Donc en matière d'origine des animaux, la seule dérogation qui reste, c'est l'introduction de poussins de moins de 3 jours, sachant que c'est aussi une dérogation qui est susceptible un jour d'être supprimée. Toujours dans le domaine des dérogations, mais là plutôt dans les pratiques d'élevage. Donc d'abord, la règle qui reste, c'est que l'attache ou l'isolement des animaux d'élevage, c'est interdit, sauf animaux individuels et voilà, sous certaines conditions. Mais donc, il y avait déjà possibilité que l'INAO puisse accorder des dérogations pour l'attache des bovins en période hivernale avec plusieurs conditions d'octroi. Et il y en a une donc qui est précisée, voilà, dans le nouveau règlement. En fait, seules les exploitations qui ont un maximum de 50 animaux en décomptant les jeunes pourront demander et bénéficier donc d'une dérogation pour la tâche. Donc 50 animaux en décomptant les jeunes, vous pourrez voir dans le prochain guide de lecture, et ça a déjà été communiqué à tous les éleveurs qui font des demandes de dérogation à tâche. Donc là,
encore, enfin, l'hiver précédent par exemple, mais déjà l'hiver d'avant, je crois, ça leur a été dit qu'il faut compter les vaches. Donc dès qu'une vache a vélé, voilà, on la compte. Enfin, dès qu'une génisse a vélé, enfin, donc c'est plus un animal nullipare, on la compte et on compte les mâles de plus de 2 ans. Donc c'est bien quelque chose qui porte sur le nombre total d'animaux de l'exploitation. C'est pas un maximum de 50 animaux. Donc 50 vaches ou mâles de plus de 2 ans attachés, c'est au total, s'il y a plus de 50 vaches et mâles de plus de 2 ans sur l'exploitation, il y a plus de dérogations possibles. Et à côté, donc, on a deux autres conditions là qui restent bien, et notamment le fait que les animaux ont obligatoirement accès pendant cette période au moins 2 fois par semaine à des espaces de plein air, puisque donc ça, c'était dans une diapo que Noélie a présentée tout à l'heure. Vous avez vu que l'hiver, il n'est pas obligatoire de donner accès à des espaces de plein air. Normalement, seulement si les animaux sont en stabulation libre et vont au pâturage aussi, voilà, période de pacage, mais pas d'espace de plein air obligatoire l'hiver si stabulation libre. Donc là, comme les animaux sont attachés, le règlement dit qu'il est obligatoire de leur donner accès au moins 2 fois par semaine à des espaces de plein air. Mais donc ça ne bouge pas dans le nouveau règlement. Et enfin, sur certaines pratiques d'élevage, enfin voilà, sur les mutilations, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on a une limitation des opérations qui peuvent être autorisées dans le nouveau règlement. En fait, ça se cantonne donc à ce qui est ici sur la diapo. Donc, on aura la coupe de queue chez les ovins, les pointages du bec, les cornages, l'ablation des bourgeons de cornes. Et ce qui est nouveau aussi là en matière de gestion de cette dérogation, c'est qu'aujourd'hui, c'était les organismes certificateurs qui géraient ça. À partir de l'année prochaine, c'est l'INAO qui devra gérer ces dérogations. Au cas par cas, donc au cas par cas, ça devrait vouloir dire au moins chaque année. Ça reste encore à préciser. Donc voilà, dès qu'on aura plus de précisions concrètement sur la façon de gérer ces dérogations-là, on les communiquera. Mais sinon, après, pour le reste des règles à respecter en parallèle, il n'y a rien qui change dans le règlement. Il y a des précisions aussi dans le guide de lecture. Donc, éventuellement, s'il y a des questions, peut-être que les OC qui sont ici présents, finalement, pourront y répondre, puisque jusqu'à présent, c'est les organismes certificateurs qui gèrent ça. Et en termes de castration, là, rien qui change non plus. Castration physique autorisée pour assurer, donc ça c'est le texte du règlement, hein, pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production. Et là, il n'y a pas de démarche à faire, de demande de dérogation pour cette pratique-là. Voilà, donc opération limitée, hein, donc notamment la coupe des dents et la queue des porcelets est interdite, ou encore les beccages, par exemple, est interdit aussi. Pour un peu synthétiser ce petit point là sur les dérogations, donc ici vous avez représenté un peu comment ça va se passer, la gestion des dérogations bio qui sont prévues par la réglementation. Il n'y a pas de dérogation au-delà de ce qui est clairement inscrit dans le règlement. Donc, à partir du 1er janvier 2022, en fait, la seule dérogation qui sera encore gérée au niveau des OC, c'est l'utilisation de semences et plants. Donc, on a 3 types de dérogations. Donc, une qui concerne les productions végétales, ça avait été abordé donc dans le webinaire hier, et puis 2 qui concernent les productions animales, donc qui étaient gérées par les OC, donc maintenant qui seront gérées par l'INAO. Donc, pour les achats d'animaux non bio, ça se fera via la base de données. Pour le reste, il y a des formulaires et il y a surtout un outil qui a été mis en place qui est utilisé déjà depuis l'année dernière. Donc, c'est un outil qui permet donc la saisie par voie électronique des dérogations. Donc, vous avez le lien ici. Et donc, on invite vraiment tout le monde, ceux qui ont des demandes à faire, à passer par cet outil-là, qui permet voilà, de dématérialiser la demande et qui permettra, du fait qu'il va y avoir un grand nombre de dérogations qui vont arriver au niveau de l'INAO, de simplifier
de bien simplifier la gestion de ces dérogations et voilà, de pouvoir les traiter plus rapidement. Et donc, pour terminer, une dérogation là que je n'ai pas évoquée dans les diapos précédentes, en cas de catastrophe, là, il y a bien toujours des cas possibles. Et ça, c'est un type de dérogation qui n'a pas vocation à être supprimé. On doit pouvoir permettre de continuer de faire perdurer la production dans le cas de catastrophe. La chose qui change quand même, qui est précisée en tout cas dans le nouveau règlement, il y a un acte secondaire, un acte délégué qui détaille ça notamment, c'est qu'il va bien falloir que ces catastrophes fassent l'objet d'une reconnaissance officielle. Donc là, il y a aussi des discussions qui sont en cours pour bien pouvoir vous préciser quels documents devraient être fournis dans le cas d'une catastrophe pour pouvoir, par exemple, reconstituer le cheptel avec des animaux conventionnels en cas de mortalité élevée ou acheter des fourrages en cas de sécheresse, etc. Donc, malgré tout, un petit changement là avec la reconnaissance officielle de ces catastrophes qui est clairement inscrite. Donc, voilà, il reste à préciser les documents à fournir. Et juste un autre dernier petit truc, dans le cas des lycées agricoles notamment, on pouvait avoir à gérer des demandes de mixité, que ce soit sur les productions végétales ou sur les productions animales ou pour les fermes expérimentales. À partir du 1er janvier, il sera plus nécessaire de faire une demande de dérogation, mais le règlement prévoit bien que ce cas de mixité peut perdurer. Mais en tout cas, il n'y a plus de demande à faire. Simplement, derrière, il y aura un contrôle de toutes les règles de séparation. Voilà, mais plus de demande à faire. Donc voilà, j'en ai terminé. Peut-être juste quelques petits mots en guise de conclusion avant de passer la parole à Bureau Veritas. Donc ce nouveau règlement, globalement, voilà, il s'inscrit dans la continuité du précédent. Sur un certain nombre de règles qu'on a pu aussi voir hier, il se traduit quand même par un statu quo. Mais c'est vrai qu'en production animale, donc vous aurez vu qu'il y a malgré tout un certain nombre de petites lignes qui bougent ou qui sont précisées ou qui sont supprimées ou qui vont être supprimées. Donc voilà, notamment vous avez vu, il y a l'adoption de règles détaillées pour de nouvelles espèces, la limitation des mutilations autorisées, un objectif de suppression des règlements, de certaines dérogations, une volonté aussi par exemple d'aller plus loin en matière de lien au sol. Voilà, donc pas mal de changements. Donc voilà, c'est vrai que tout ça, ça nécessite effectivement une certaine adaptation de la part des producteurs et aussi de la part de ceux qui les entourent. Donc, je pense que les conseillers qui sont présents ici ou les organismes certificateurs peuvent en témoigner que c'est une grosse adaptation là qui est quand même nécessaire. Voilà, donc je passe la parole, j'arrête le partage. Il y a une petite question là pour toi sur la dernière diapo, c'est est-ce qu'un problème sanitaire crucial sur un élevage est-il considéré comme une catastrophe en mettant par exemple la brucellose? Oui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, oui, il y a des problèmes sanitaires, oui, qui peuvent être considérés comme tels. Après, restera à voir en matière de justificatif si ce qu'on peut avoir pour ce genre de cas. Je sais pas. Après, personnellement, sur ma délégation, là, moi, depuis que je suis là, j'ai pas encore eu à gérer ce genre de cas. Je sais pas, Luc, si tu as déjà géré des cas de brucellose en Aquitaine, Poitou-Charentes. Brucellose ou tout autre. Mais c'est vrai que jusque-là, par exemple, voilà, des justificatifs vétérinaires pouvaient suffire à voir demain s'il faudra autre chose. Oui, moi j'en ai traité effectivement sur la délégation Aquitaine-Poitou-Charentes, mais la réglementation précédente et la réglementation actuelle n'imposent pas les mêmes justificatifs. Donc c'est un sujet qui reste à préciser, je pense, sur le type de justificatif qui sera demandé. Il y a une autre question là qui a été abordée hier sur la possibilité de mettre des animaux non bio sur des pâturages bio, et notamment des plantations pérennes type verger. Qui prend la question?
Olivier Catrou, le responsable du pôle bio de l'INAO, normalement au téléphone. Je ne sais pas s'il va pouvoir intervenir sur ce sujet. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, je devais me connecter un petit peu plus tôt, mais grosse galère ce matin pour l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Je suis au téléphone. Très bien. Oui. Oui, alors en fait, peut-être faut-il préciser la question parce qu'il y a deux cas de figure qui peuvent se poser. Donc des animaux non bio sur des parcelles bio en pâture sans autre forme d'élevage. Il y a un autre sens, hein, parce que ça peut être discuté. Il n'y a pas trop de problématiques puisque le seul impact qu'on va avoir, c'est éventuellement les déjections, mais les déjections d'animaux d'élevage non bio sont autorisées sur les parcelles biologiques. Donc, en termes environnementaux, il n'y a pas trop de problème. Par contre, la question qui peut se poser, c'est si on est en situation de mixité, où là, mettons des bovins bio avec des ovins, des bovins non bio avec des ovins bio, où là, il y a une problématique de temps de passage sur les parcelles et de fait de ne pas utiliser les mêmes surfaces. Mais sinon, au moins en France, on a tendance à considérer qu'il n'y a pas de problème environnemental majeur. Donc, je ne sais pas s'il y a des remontées des organismes certificateurs là-dessus, parce que le règlement n'est pas forcément très clair. Il encadre le temps de passage des animaux non biologiques sur des parcelles biologiques, mais dans des situations de mixité. Ce sont des règles relatives à la production animale biologique. Donc, du coup, l'interprétation qu'on en a faite au niveau du pôle, c'est que ça ne s'applique pas à la gestion des productions végétales biologiques. Ce sont des règles de gestion en production animale. Donc, du coup, pas d'obstacle rédhibitoire a priori. C'est des choses qu'on a déjà tolérées, acceptées. Excusez-moi, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une dérogation, une histoire de 4 mois par parcelle et par mois, avec séparation des troupeaux bio et non bio, et enregistrement sur des cahiers de pâture. Et hier, j'avais cru comprendre que cette possibilité avait été supprimée, en fait. C'est pour ça que je posais cette question. Et il y avait quelqu'un qui avait posé la question, du coup, culture pérenne, type verger, pour l'entretien des parcelles. Oui, alors je suis pas sûr d'avoir que ma connexion téléphonique soit très bonne. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je pense qu'effectivement vous faites référence à la situation où il y a une limitation dans le temps. Je crois que c'est 3 mois de mémoire du temps de passage des animaux non biologiques sur les parcelles bio. C'est 4 mois. 4 mois, oui. 4 mois. Mais normalement, ça reste pour moi, Olivier, dans le futur guide de lecture, ça reste bien cette règle. Oui, cette règle reste, mais encore une fois, pour moi, si vous regardez le règlement, elle s'inscrit dans le cadre des productions animales, et notamment de la production animale mixte. Oui, la question c'était… Où on limite le temps de pâture des animaux non bio sur des parcelles bio. Puisque l'objectif de la production biologique, c'est d'être cohérent, c'est de produire, il faut toujours revenir au principe, de produire du bio pour que ce soit donné en alimentation à des animaux biologiques. Donc s'il y a des animaux biologiques sur exploitation, la priorité, c'est évidemment que les parcelles bio soient pâturées par des animaux biologiques. Dans l'autre cas de figure, il y a moins de questions qui se posent, puisque de toute façon, c'est hors cas mixité, puisque de toute façon, c'est pas valorisé pour des animaux bio. Souvent des parcours effectivement sous verger. Donc pour moi cette période elle s'applique uniquement en cas de mixité. Mais c'est à redébattre parce que je pense que cette position qui, à mon avis, puisque on la défend, est pragmatique et plutôt responsable et peut-être pas celle qui est tout le temps appliquée. Mais je sais pour en avoir discuté avec des organismes certificateurs, le positionnement n'est pas forcément le même. Mais enfin, regardez le règlement et vous verrez que cette règle-là, elle s'applique en production animale biologique. Donc, s'il n'y a pas d'animaux biologiques sur l'exploitation, ça veut dire que pour moi, elle ne s'applique pas.
On a plusieurs organismes certificateurs. Est-ce que certains veulent intervenir? Céline, c'est que du coup, on finisse, on garde cette question-là sous le coude, sachant qu'effectivement, excuse-moi, je t'interromps du coup, Céline, mais qu'on garde cette question-là sous le coude. C'était vraiment la question qui a été abordée hier et qui est réabordée aujourd'hui, c'est sur le pâturage d'animaux non bio, sur les couverts végétaux et sur les vergers et cultures pérennes. Donc là, Monsieur Catrou, vous avez apporté un élément de réponse. Mais si vous permettez, je vais laisser la main à Arthur Silan de Bureau Veritas pour nous présenter un organisme certificateur parmi d'autres et le déroulement d'un contrôle. Et je vous propose qu'on reprenne cette question-là et les autres qui arriveront peut-être à la fin de cette présentation. Donc, Tu veux pas qu'on aborde juste quand même la question de l'engraissement là, en phase finale? Non, on la prend après? Je propose qu'on les prenne tout après, moi. Mais... Ok, d'accord. Ça marche. Bon, en même temps, j'ai un souci qui n'arrive pas. Je la ressortirai à la fin. Il n'y a pas de problème. On continue. Je vais tâcher d'être rapide. Voilà. Bon. Je vais partager mon écran. Hop. Donc normalement vous devez voir mon écran. Donc désolé pour ceux qui ont déjà eu cette petite présentation hier. Du coup, je m'appelle Arthur Silan, je suis responsable d'affaires chez Bureau Veritas sur la certification bio. Bureau Veritas, du coup, on est un organisme certificateur donc présent partout en France et notamment sur la région de Nouvelle-Aquitaine. On est le deuxième organisme certificateur en termes d'opérateurs certifiés sur l'agriculture biologique, donc à peu près 20 000 opérateurs au total. Et on certifie tous les opérateurs de la fourche à la fourchette, donc dont les exploitations agricoles. Bureau Veritas, vous pouvez nous reconnaître avec le code FR Bio 10. Alors, je vais pas revenir sur le dispositif français, mais juste je vais représenter ce petit graphique qui est assez intéressant simplement pour rappeler que les organismes certificateurs ce ne sont pas les organismes certificateurs qui éditent la réglementation bio. Et que tous les organismes certificateurs sont au même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont accrédités par le COFRAC. Donc c'est le comité français d'accréditation qui permet de bien garantir l'impartialité des organismes certificateurs. Et puis on a un agrément de l'INAO, donc qui valide notamment par exemple nos plans de contrôle. Et puis gravite autour, du coup, on en a parlé, l'agence bio, donc avec les notifications. Donc quand vous vous engagez auprès d'un organisme certificateur, il faut bien penser à faire votre notification. Alors les démarches de certification et de contrôle, donc on l'a dit, on le redit, donc vraiment tous les opérateurs qui font mention en fait du logo AB, qui font mention de l'agriculture biologique, qui ont des supports de communication, des étiquetages, etc., sont concernés en fait par les contrôles et doivent être certifiés par un organisme de contrôle. Donc c'est vraiment toutes les activités de préparation, de stockage, d'importation, et vraiment tout type d'opérateurs, producteurs, transformateurs, négociants, caves, grossistes, etc. Alors là, concrètement, les étapes en fait pour s'engager en agriculture biologique, donc c'est choisir son organisme certificateur. Il y en a 12 en France, il y en a 7 d'après Madame Barbier qui travaille sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc une fois que vous avez donc pour solliciter un organisme certificateur, en l'occurrence Bureau Veritas pour lequel je travaille, donc soit vous pouvez faire la démarche en ligne sur ce lien-là, je pense que vous l'aurez vous aurez le diapositif après cette visio, ou par téléphone. Donc vous faites une demande de devis, on vous renvoie ce devis. Si vous êtes d'accord avec ce devis-là, donc vous devez le signer et bien penser du coup à faire votre notification auprès de l'agence bio en même temps. Donc là j'ai remis le site du lien internet de l'agence bio. Et une fois que du coup on a la réception de ce devis signé, on peut planifier du coup le premier contrôle de votre exploitation. Et c'est suite à ce contrôle-là qu'on pourra vous donner le certificat qui atteste que du coup vos activités sont bien certifiées sur l'agriculture biologique.
Alors, pour parler un petit peu du certificat, donc il y a une trame actuelle, une trame qui va être modifiée en fait à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est une trame qui est déjà définie dans un des règlements délégués. Alors cette trame, elle sera légèrement différente de la trame actuelle. Je vous présenterai la trame actuelle juste après. Cette trame, en fait, elle est, pardon, elle est divisée en deux parties. Une partie qui va être obligatoire et une partie qui va être facultative. Alors la partie obligatoire, elle reprendra les principales caractéristiques de la trame actuelle, c'est-à-dire l'identification de l'opérateur, l'identification de l'organisme certificateur, et puis elle viendra décrire en fait dans les grandes lignes vos activités. Si on est plutôt sur une activité de production, de préparation, de transformation, et elle viendra également préciser la production en question, si on est sur une production végétale ou une production animale, s'il y a de la mixité, etc. La partie facultative, elle, donc elle sera, je pense, plus ou moins commune en fait entre les OC, elle permettra de venir préciser les productions en question, que ce soit en production animale ou en production végétale. Cette nouvelle trame, elle concernera donc également, enfin, elle mentionnera également donc s'il y a de l'exportation de produits bio et surtout s'il y a du stockage de produits bio, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc depuis 2014, donc chez Bureau Veritas, les certificats sont délivrés sous format numérique en PDF, ce qui permet de faciliter quand même les envois. Et puis aujourd'hui, ces certificats sont accompagnés d'une attestation de production végétale et d'une attestation de production animale, donc qui vient elle pour le coup vraiment préciser les activités avec le nombre d'animaux, les surfaces cultivées, etc. Donc là, vous avez un exemple du certificat actuel. Donc il y aura la trame, la construction vraiment commune entre les organismes certificateurs. La mise en page change un petit peu les certificateurs. Donc voilà, l'idée c'est que ces certificats sous format numérique en fait soient disponibles sur notre site internet, donc ce qui permet de faciliter l'accession à ce certificat quand vous travaillez avec des opérateurs qui sont certifiés chez Bureau Veritas. Chez tous les organismes certificateurs, on fonctionne pareil, je pense. On a tous une base de données qui permet de regrouper l'ensemble des certificats qu'on délivre chaque année. Alors pour parler du déroulé d'un contrôle, alors juste avant d'entamer le déroulé d'un contrôle, petit rappel juste sur les fréquences de contrôle. Alors ces fréquences-là, elles vont légèrement évoluer à partir du 1er janvier 2022. L'idée étant qu'il y ait un contrôle complet par an pour les producteurs, plus un contrôle, ce qu'on appelle un contrôle par sondage. Donc à peu près, donc ça revient à entre guillemets un contrôle tous les 2 ans supplémentaire par sondage. Donc là, voilà, je vous ai remis simplement la fréquence de contrôle pour des producteurs, pour des volailles de chair de poulette et des préparateurs. Petit rappel aussi que ces contrôles-là, dans la majorité des cas, sont annoncés, mais peuvent ne pas être annoncés, peuvent être en inopiné, et que des analyses peuvent être réalisées lors des contrôles. Donc le contrôle complet, ça comprend le contrôle initial et le contrôle de renouvellement. Donc le contrôle initial qui sera le premier contrôle qui vous permettra du coup de bénéficier de la certification bio, donc à l'année N par exemple, et puis le contrôle de renouvellement qui arrivera sur l'année N+1, N+2, etc. Qui a pour objectif de renouveler chaque année du coup votre certificat et puis d'ajouter éventuellement les nouvelles activités que vous pourriez développer sur une année. Et puis le contrôle par sondage, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, c'est un contrôle qui vient en supplément. Donc, c'est un contrôle qui peut intégrer une analyse de risque. C'est vrai que la nouvelle réglementation met davantage l'accent sur l'analyse de risque. C'était le cas déjà aujourd'hui, mais voilà, l'accent est, enfin, le nouveau règlement met davantage l'accent sur cette analyse de risque. L'idée étant que les opérateurs qu'on identifie ayant une activité peut-être un peu plus à risque, qu'il y ait un contrôle par sondage qui soit peut-être plus régulier, voilà, pour s'assurer du respect de la réglementation bio. Dans ce contrôle par sondage, on peut également avoir des analyses, on peut avoir un contrôle pour vérifier le retour à la conformité. Si vous ajoutez si vous développez une nouvelle activité, on peut réaliser un contrôle supplémentaire pour venir voir cette nouvelle activité, etc.
Alors concrètement, le contrôle, il se passe en deux parties. On a une première partie qui est la visite, on va dire, administrative. Donc l'idée, c'est que le contrôleur puisse connaître en fait votre exploitation. Donc, il va venir regarder les documents descriptifs de l'exploitation. Ça peut être des plans, la déclaration PAC notamment avec votre assolement, des plans des bâtiments s'il y a, des unités de stockage. Et puis, le contrôleur vient contrôler également les enregistrements techniques avec le cahier de culture, le cahier d'élevage, le registre sanitaire, etc. Donc, l'idée étant de connaître aussi les pratiques, vos pratiques en fait sur une année. Et puis on a également un contrôle documentaire un peu plus spécifique au bio. C'est vrai que la nouvelle réglementation met davantage l'accent sur la traçabilité et les contrôles compta matière qui doivent être faits. Il y a un acte secondaire qui décrit vraiment plus en détail ce qui vous est demandé en fait de fournir comme document. Donc l'idée là, c'est que lors des contrôles, notamment des contrôles complets, initiaux ou de renouvellement, le contrôleur sélectionne un produit en fonction peut-être du volume, de la volumétrie du produit en question, peut-être si c'est un produit importé, etc. L'idée étant qu'il puisse étudier vraiment toute la traçabilité sur ce produit-là et puis toute la compta matière. Donc on va regarder les factures d'achat, les factures de vente, les différents documents d'accompagnement, etc. Le contrôleur peut venir vérifier également les garanties d'origine biologique ou de conformité en agriculture bio, des produits utilisés, des engrais, des produits phyto. Vient vérifier les étiquettes, les dérogations s'il y a, donc ce sera maintenant majoritairement des dérogations validées par l'INAO. Des bons de livraison, et puis en cas de mixité bio, non bio, donc ça peut être vérification vraiment des enregistrements de nettoyage, des mesures de séparation, etc. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait une cohérence en fait entre qu'il y ait une cohérence en fait au niveau de vos pratiques. Et puis la deuxième partie, donc c'est plutôt une visite terrain où là le contrôleur vient sur des parcelles, vient étudier l'environnement en fait des parcelles. Si vous êtes sur une exploitation en polyculture élevage, certainement vous avez des cultures qui sont voisines de cultures en conventionnel. Donc peut-être que le contrôleur viendra vérifier les mesures que vous mettez en place pour vous assurer pour éviter les pollutions diffuses, donc la mise en place de haies ou de choses comme ça, par exemple. Le contrôleur peut venir vérifier l'état du matériel, peut venir vérifier, faire des mesures de bâtiments pour des habilitations de bâtiments en porcin ou volaille, par exemple. Vient vérifier également les étiquettes, les sacs de produits utilisés, etc. Et puis peut réaliser du coup des analyses. Donc l'idée étant de rechercher des résidus de pesticides par exemple en faisant des prélèvements de terre, de parties de plantes. Donc ces analyses-là, elles peuvent se faire, notamment si le contrôleur constate, a une suspicion de pollution ou d'utilisation de produits qui ne soient pas autorisés dans la réglementation bio. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une cohérence entre les données qui soient enregistrées dans vos cahiers d'enregistrement de pratiques et puis les observations terrain. Et suite à ce contrôle-là, différentes sanctions peuvent s'appliquer si jamais il y a des non-conformités qui sont constatées. Je rentrerai pas dans les détails, il y a un tableau des manquements en fait qui est décrit par l'INAO, qui permet de préciser tout ça, mais voilà, il peut y avoir des avertissements qui peuvent être délivrés, des déclassements de produits ou des suspensions partielles de certification s'il y a des non-conformités un petit peu plus graves, et puis ça peut aller jusqu'à la suspension de l'habilitation ou le retrait de l'habilitation en cas de non-conformité, de récidive et puis de fraude potentielle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je rends la main. Merci beaucoup. Donc avant de reprendre le flot de questions qu'il y avait sur le forum de discussion, là, est-ce qu'il y a des questions spécifiques au contrôle? Donc là, je vous propose éventuellement de rouvrir vos micros et on pourra passer directement à un échange oral.
trop clair, vous avez été trop limpide. Pas de questions. Bien, du coup, on peut reprendre les... Avant d'attaquer peut-être Voilà tes questions, les questions que tu avais sur le forum de discussion, si tu veux. Monsieur Catrou, sur la partie engraissement en phase finale, est-ce qu'il est possible d'apporter des éléments complémentaires? Oui, bonjour, j'ai cru comprendre qu'il y avait une question pour moi. Est-ce qu'il serait possible de la repréciser? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Alors, est-ce que Gaëlle peut apporter des éléments? Mais pouvez-vous détailler cette fin d'arrêt de la possibilité d'engraissement en phase finale par rapport à ce qu'a présenté Magali? Vas-y, Gaëlle. Donc, si j'ai bien compris, il y a un arrêt de la possible adulte. Donc, les bovins adultes, est-ce que on a déjà vélé? Voilà. Est-ce que, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des précisions par rapport à ça? D'autres précisions? Alors, effectivement, ce qui arrêtait, c'était la dérogation exceptionnelle et qui permettait de finir les animaux en bâtiment sous réserve d'une certaine durée et de certains temps de vie. Donc ça, c'est terminé. Il faut rappeler quand même que c'était une dérogation exceptionnelle, que d'autres espèces comme les ovins ou les caprins avaient fait déjà le chemin lors du règlement de 2007 et de 2008. Donc d'ailleurs, il y avait eu des mesures transitoires prises pour eux. Donc effectivement, ça va s'arrêter. Après, on va tomber, enfin, c'est difficile de conclure puisqu'on est en train on n'a pas encore tranché dans le guide de lecture ce qu'on mettra exactement en termes d'exigence et notamment par rapport à des périodes où il faudrait éviter les problématiques de transition alimentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette période-là, elle tombe. Donc, sauf en période hivernale, sauf lorsqu'on ne permet pas, les conditions font que les animaux ne peuvent pas sortir en pâture ou qu'il n'y a pas d'intérêt à pâturer. Donc ça peut être des conditions dérogatoires à la sortie des animaux, mais en tout état de cause, ça reste des conditions exceptionnelles. Et donc ça, c'est vrai que c'est une des tendances fortes du règlement. On n'a pas encore calé exactement comment on va mettre en œuvre à la fois les manquements, puisque le catalogue de mesures va être revu là et puis surtout l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que les modes d'élevage changent. Alors pour en revenir à la question précise, on parle d'animaux de bovins de plus de 1 an, parce qu'il y a des règles spécifiques qui ont été prévues dans le guide de lecture pour les veaux, avec notamment une possibilité de finition de 30 jours des jeunes veaux, à condition que les animaux aient été mis en pâture auparavant. Par contre, donc pour les bovins de plus d'1 an, la règle est claire. La seule possibilité pour laquelle on peut déroger, c'était pour les bovins mâles. Ça fait écho à une disposition du règlement actuel, mais qui, à mon avis, était plutôt prise pour des questions de protection des opérateurs, plus que pour véritablement une problématique de finition. Parce que l'ancien règlement disait qu'il était possible de garder les taureaux donc à l'intérieur, et là on parle de bovins mâles de plus d'1 an, à condition qu'ils aient accès à des aires d'exercice. Après, il y a beaucoup de questions. La seule chose que je voulais ajouter, c'est qu'il faudra, je pense, attendre 2-3 mois pour connaître exactement le fin mot de l'histoire. Et ce qui est une certitude, c'est que la règle a changé quand même en profondeur dans le règlement. Et surtout, enfin, il faut bien le voir comme la fin d'une dérogation exceptionnelle. Donc je pense que beaucoup d'opérateurs ne l'ont pas vu parce qu'on n'a pas su l'expliciter, mais en fait c'était déjà prévu et c'était inscrit dans l'évolution de long terme de la réglementation biologique.
Merci pour ces précisions. Il y a beaucoup de questions sur le pâturage des animaux non bio sur des parcelles bio. Notamment sur les procédures, Samuel nous dit, voilà, je suis céréalier, je fais passer un troupeau non bio sur mes parcelles en chaume, ou un autre cas, j'ai des porcs non bio que je mets sous des châtaigniers bio après la récolte. Qu'est-ce que je dois faire comme papier? Alors, juste une petite remarque avant de laisser la parole aux experts. C'est dire que là, je connais pas la situation, mais si on est sur de l'élevage familial ou enfin sur ce type de situation, la réglementation bio ne s'applique pas de la même façon en fait. Pour des élevages familiaux ou des élevages de loisirs, je sais pas si c'est le cas ici en tout cas, mais juste une précision par rapport à ça, on peut avoir des animaux non bio sur des terres bio quand il s'agit d'élevages familiaux ou de loisirs. Est-ce qu'il faut remplir quelque chose? Ou est-ce que c'est... Bah, c'est toute la question. Alors je sais pas qui doit répondre. Je dirais que pour ceux qu'il faut remplir, nous on peut expliciter la règle, côté INAO. Et la règle, encore une fois, et je vous renvoie vers ce que dit le règlement, nous on ne fait que le répéter, c'est que les animaux biologiques pèsent sur des terres biologiques. Des animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée de l'année, à condition qu'ils soient élevés d'une manière respectueuse de l'environnement et qu'ils ne soient pas présents sur des terres biologiques en même temps que des animaux biologiques. Donc cette règle de limitation dans chaque année du temps, elle s'inscrit bien dans une logique de mixité. Quand il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de règle explicitée par le règlement. Nous, on considère qu'il n'y a pas d'atteinte à l'environnement, sauf à démontrer le contraire, évidemment. L'organisme certificateur peut demander des pièces justificatives. Donc, il n'y a pas de contrainte dans le réglementaire, nous semble-t-il. Par contre, effectivement, il faut vérifier est-ce que ça porte pas atteinte à la culture d'une manière ou d'une autre. Et là, je dirais que c'est plutôt aux organismes certificateurs de nous dire si des fois ils ont vu des pratiques qui leur semblaient problématiques. Arthur Silan, peut-être une réponse d'organisme certificateur? Excusez-moi, vous m'entendez, j'ai un problème avec mon micro. Oui, en fait, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Quetroux. Il n'y a pas de demande de dérogation particulière à faire. Après, moi, j'ai pas de retour, j'ai pas eu de retour en fait de terrain là-dessus. Donc c'est vrai que nous, on applique la règle des 4 mois par an, et c'est ce qu'on vérifie lors des contrôles. Ouais. Oui, et bonjour, Christophe Albert de chez Cosser, justement. Donc oui, la plupart du temps, effectivement, c'est sur des exploitations mixtes qu'il y a des animaux non bio qui vont venir sur des prairies. Et en fait, donc nous, en tant qu'organisme certificateur, ils nous font les éléments pour pouvoir attester qu'on ne dépasse pas les 4 mois. Donc souvent, c'est des cahiers de pâturage qui sont mis en place par l'exploitant. Et par contre, il y a quelques cas qu'on a en fait en production végétale, uniquement des gens qui n'ont pas du tout d'animaux et qui accueillent des animaux non bio sur leur pâture. Effectivement, on n'est pas en cas de mixité. Donc en fait, sur le principe, ils pourraient séjourner plus de 4 mois sur ces parcelles bio. Et en fait, il n'y a pas d'irrégularité, pardon. On demande juste, sous réserve effectivement qu'ils ne dépassent pas la limite des 170 kg d'azote par hectare et par an en effluent. Mais en fait, c'est la seule chose qu'on va pouvoir regarder, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres irrégularités. Parce que comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment le cas où on a des animaux d'une espèce en bio et des animaux en espèce non bio sur la même parcelle, sur les mêmes exploitations, où là, on est obligé de respecter cette période de 4 mois. Ok, merci. Parfait. Est-ce que ça répond aux autres questions posées sur le pâturage, notamment par Gaël?
Gaël, Samuel et Laura, je crois. Oui, oui. Je suis étonnée, j'avais pas compris que c'était dans le cadre de la mixité qu'on limitait à 4 mois pour parcelle et parents. Nous, sur notre département, on a quand même beaucoup d'exploitations sans élevage peuvent avoir ce cas-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Apparemment, la réponse est claire. Merci. Merci à vous. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions, n'hésitez pas. Apparemment, tout est limpide. Anne, je te laisse conclure. Je voyais qu'il y avait une question sur les chevaux en pension, savoir si c'était une activité de loisir ou une activité professionnelle. J'imagine que c'est toujours en lien avec cette question du pâturage d'animaux non bio sur des terres bio. J'ai pas cette question, tu l'avais où? Ouais, elle est en privé, je vois ça en fait. Ah oui, d'accord. C'est Monsieur Fabiche qui l'a posé. Après, c'est une question qui a été vue au CNAB récemment, cette question-là, sur effectivement, de statuer que les activités de loisirs ne sont pas couvertes par le champ de la certification biologique. Donc, pour qu'une activité d'équidé soit certifiable, il faut qu'il y ait vente, alors je sais pas, du lait de jument, de viande équine, d'animaux, c'est des reproducteurs, mais un centre plus strictement de loisirs n'est pas certifiable en bio. Par contre, rien n'interdit de certifier les prairies. Hein. C'est toujours par rapport à cette problématique, on peut avoir des animaux non bio qui pèsent sur des parcelles bio, à condition qu'effectivement, comme le disait très bien EcoCert, qu'on respecte les règles environnementales de chargement, pas plus de 170 unités d'azote par hectare. Donc, je pense que quand la question avait été évoquée en CNAB, c'était une question d'incertitude par rapport notamment au statut des prairies. Mais on peut continuer à certifier les prairies sans pour autant que l'élevage qui soit strictement de loisir, lui, ne peut pas être certifié. Ça, c'est ce qui a été rappelé récemment par le Comité national bio et l'INAO. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour, Céline, sur les questions du forum. Oui, il y avait, je pense que la question sur les bâtiments volailles, notamment savoir si c'était possible de mettre des bâtiments construits de manière artisanale. Est-ce que le monsieur dont j'ai perdu le nom a trouvé la réponse dans la présentation de Anne? Ah, c'était les bâtiments dans les vergers, là, de faire des petits abris? Oui, de faire, voilà, de construire des bâtiments artisanaux. Esteban Gomer. Est-ce que Esteban a trouvé la réponse à sa question? Alors, pas de... Peut-être il n'est plus là. Ou peut-être il n'a pas son micro. La question était de savoir si, voilà, s'il pouvait construire des habitats artisanaux de type cabane en bois pour des poules pondeuses en petit nombre. Bah oui, pour les questions de taille et il faut probablement aller voir le détail de la réglementation, mais qu'ils soient artisanaux ou construits par quelqu'un, je pense que ça marche aussi. Oui, moi je vois pas de difficultés particulières, mais je me disais que justement il faut voir en échangeant, savoir s'il y avait si c'était une question par rapport aux règles de surface intérieure à respecter. Voilà, c'était savoir quelle est la question exactement en fait.
Alors, Esteban dit, je veux bien qu'on revienne dessus, s'il vous plaît. Est-ce que Esteban peut nous dire un peu sur quelle est sa question précisément? En tout cas, par rapport à la réglementation bio, à mon sens, mais je parle sous couvert de nombreux experts, hein, que ce soit l'INAO ou les organismes certificateurs présents, je pense que c'est conforme à, enfin, je veux dire, à partir du moment où on respecte les règles de logement de l'agriculture biologique, c'est possible. La question, là, pour moi, elle serait plus d'ordre de l'urbanisme, de pouvoir ou non construire ce type de bâtiment en fonction du classement des parcelles. Mais à mon sens, il n'y a pas de contrainte spécifique, mais à partir du moment où elle respecte les conditions de la réglementation. Mais qui ne sont pas forcément problématiques. Mais après, je ne sais pas, est-ce que les organismes certificateurs ou l'INAO veulent ajouter quelque chose? Oui, c'est bien ça. Hein, les bâtiments, ce type de bâtiment est autorisé, même si les bâtiments mobiles également peuvent être autorisés dans ce type de cas-là. Mais simplement, il faut bien respecter la réglementation, donc en termes de densité, d'ouverture des trappes, etc. Ok, merci. La seule chose qu'on pourrait rajouter côté INAO, c'est qu'on l'oublie parfois, mais que l'élevage en plein air est tout à fait possible. Hein. On peut avoir des endroits où il y a que des cabanes. En plus en général pour des animaux de chair, parce que pour les pondeuses ça pose des problèmes, peut-être en matière sanitaire notamment, mais l'élevage de plein air est aussi une possibilité qu'offre le règlement bio. On n'est pas forcément obligé d'avoir des bâtiments. Mais oui, tout à fait. Très bien. Il n'a pas de micro. Il n'a pas de micro et du coup nous dit que la réponse lui convient. Voilà. Ok, parfait. Il n'y a plus d'autres questions? Mais écoutez, je pense que il est temps dans ces cas-là de vous remercier de votre participation. J'espère que vous a éclairé sur les règles qui vont se mettre en place dans 2 mois maintenant. N'hésitez pas à revenir vers nos structures si besoin, et puis en participant aux actions qui sont proposées là tout le mois de novembre, vous aurez l'occasion de rencontrer des producteurs, des bio, des techniciens, des organismes certificateurs. Donc c'est l'occasion de creuser les questions qui vous concernent, qui vous intéressent. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis bien écoutez, je vous remercie en tout cas de votre présence, et puis je pense qu'on va pouvoir clore cette visioconférence. Merci aux intervenants. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot. Bien, merci à vous alors en tout cas. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.